C'était tout à fait passionnant. Merci beaucoup pour cette intervention qui est finalement une thèse que j'ai entendue comme une discussion finalement du concept de mode de production étatique. Et euh, c'est un livre dont je me sens très proche puisqu'il m'a été dédié ainsi qu'à René Louraud. Donc, Lefebvre, on travaillait beaucoup avec Lefebvre à l'époque sur cette question-là. Tu parles de Nikos Poulantzas et parmi les livres de cette époque, tu as évoqué un autre livre, je me souviens plus. Celui d'André Teusel, Luporini et Balibar, et Oui, celui de Sèvres. donc, il y a deux livres, à mon avis, qui sont intéressants à évoquer ici. C'est le livre de Louraud qui s'appelle L'État inconscient. Donc, Louraud est aussi un des destinataires de l'ouvrage de Lefebvre de l'État. L'État inconscient, c'est un livre dans lequel Louraud essaye de montrer l'invention du système nazi, finalement, la logique bureaucratique et la logique organisationnelle du nazisme, et qui, comme matrice finalement possible d'un système étatique. Euh, Moi, à cette époque-là, je publie un livre qui s'appelle Centre et périphérie, aussi sur la question de l'État. Donc, on était très proche de Lefebvre à ce moment-là. Euh, Moi, j'ai relu de l'État ces temps-ci. Par exemple, il y a des passages sur la guerre, l'État et la guerre, qui me semblent extrêmement actuels. Et par exemple, je me demande si Poutine, si tu veux, dans sa façon d'être aujourd'hui, n'est pas une illustration finalement du mode de production étatique. Parce que finalement, cette décision qui lui est propre d'entrer en guerre contre un autre État, etc., la confrontation des États et l'économie se trouve dialectisée dans l'actualité. euh, les États demandent aux entreprises de rentrer dans la guerre d'une ou d'une autre. Et donc, je trouve que le débat que lance Lefebvre dans De l'État est d'une actualité absolument incroyable. Est-ce que ce sont les entreprises qui décident de la situation ou est-ce que c'est l'État ou les États? Bon, euh, il y a, puisque j'ai la parole, j'ai bien aimé ce que tu disais sur les équivalences. C'est assez complexe l'approche de l'équivalence dans de l'État. Il y a tu as dit au départ, c'est un livre rhapsodique. Et je crois que c'est effectivement 1600 pages. Bon, c'est quelque chose d'absolument dément. Et Lefebvre lui-même est un pianiste. Bon, il joue Schumann, etc. Il écrit un petit peu comme un musicien qui écrit effectivement des rhapsodies. Et donc, les thèmes viennent, repartent. Et par exemple, dans cette discussion sur l'euro, c'est à propos du principe d'équivalence, justement. L'euro, parce que dans de l'État, finalement, ce qui me semble fort, c'est l'État comme institution, comme super institution. En fait, Lefebvre euh, montre que les institutions s'articulent les unes par rapport aux autres et que l'État domine finalement le système institutionnel. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, que Lefebvre a l'ambition de combler un manque chez Marx, que Marx est accusé d'économisme, etc., et que lui, il a envie de travailler la question de l'institution. C'est une dimension que j'ai beaucoup travaillé, et Louraud aussi. L'analyse institutionnelle, disait Lefebvre, c'est la dialectique aujourd'hui. Et bon, voilà quelques remarques, mais sur le principe d'équivalence, Louraud disait, pour qu'on puisse rentrer en jeu dans, dans la société, il faut que les institutions acceptent d'être équivalentes.
par exemple le syndicat, le parti politique, etc., doit accepter des formes institutionnelles équivalentes aux autres institutions. Si on est contre institutionnel ou anti-institutionnel, on ne peut pas rentrer dans le jeu dialectique des institutions. Bon, toute cette discussion dans de l'État me semble extrêmement intéressante. Par exemple, qu'est-ce que la domination? Bon, je réagis comme ça un peu en vrac, si tu veux, mais moi, en ce qui me concerne, j'ai trouvé ton intervention très lumineuse, très éclairante, et tu te demandes finalement s'il n'y a pas un politicisme chez Lefebvre qu'on pourrait opposer à l'économisme. En tant qu'institutionnaliste, je suis tenté de me dire que le mode de production étatique existe aujourd'hui. Parce que, bon, j'ai évoqué Poutine, mais si tu regardes Macron, par exemple, Macron fait pas grand-chose, sinon d'arbitrer des pouvoirs entre eux. Et ça, c'est vraiment très bien décrit dans De l'État. C'est l'homme politique est quelqu'un qui arbitre entre des... Mais par exemple, la théorie de Macron de dire en même temps, par exemple, en même temps, c'est pas dans De l'État le concept de en même temps, mais c'est quand même la manière de l'homme d'État de, de se faufiler finalement entre les conflits, les intérêts de classe, etc. Bon, c'est des questions pour lancer la discussion parce que je ne vois pas de questions à l'intérieur actuel du public. Donc, je pense que je dis beaucoup de choses, si tu veux, auxquelles tu peux certainement réagir. Est-ce que je peux faire une remarque avant qu'Yves intervienne? Oui, Oui. Euh, bon, concernant l'intérêt de la pensée de Lefebvre, je crois que ma conclusion est sans équivoque. L'intérêt de l'ouvrage de l'État aussi dans la mesure où il soulève brasse des tas de thèmes, de points différents, de la sexualité au langage, etc. Euh, Moi, j'ai envisagé le problème de manière beaucoup plus restreinte, obligatoirement, où je me suis concentré sur ce concept de mode de production étatique. Et il me semble, mais j'ai peut-être tort, évident que ce concept est inadapté au néolibéralisme tel qu'on le connaît. Et Macron, je ne pense pas que Macron décide, il ne fait qu'appeler, bon, mis à part sur des questions politiques précises, il ne fait au niveau global que mettre en œuvre la politique souhaitée par les grands groupes, souhaitée par la couche dominante de la haute bourgeoisie. Donc on est loin de la mainmise de l'État telle que l'envisageait Lefebvre. Et bien sûr que c'est facile, comme je l'ai dit d'ailleurs, maintenant d'avoir un regard critique sur ce concept de mode de production étatique et sur la domination quasi globale qu'envisageait Lefebvre de la part de l'État. Euh, Bon, du coup, je me perds en route. Oui, c'est facile aujourd'hui et on peut, bien sûr, disons, comprendre que le Lefebvre, partant de la tendance des années antérieures, est extrapolé pour arriver et poursuivi et considérer cette tendance comme une tendance irréversible pour arriver à ce concept de mode de production étatique. Mais il ne me semble pas, et s'il n'a pas eu vraiment de suite au niveau théorique, s'il n'a pas été repris euh, globalement, je pense que c'est pas par hasard, quoi. C'est que le concept, dès sa formulation, commençait à être en décrochage par rapport à la réalité économique et sociale des sociétés contemporaines modernes. C'est tout ce que je voulais préciser. mais merci. Yves, tu voulais dire quelque chose?
Oui, bon, je veux dire des choses pas très cohérentes parce que je ne suis pas spécialiste d'Henri Lefebvre et je le connais très superficiellement. Vous avez raison, oui, de dire que on reconnaît beaucoup de choses en lisant Lefebvre, on reconnaît beaucoup de choses qu'on a sous les yeux. Il est vrai aussi que reconnaître n'est pas connaître. Reconnaître n'est pas nécessairement conceptuel. Ça peut rester, comme le dit Claude Mauriat, purement phénoménologique. À partir de ce que disait Claude, justement, je me pose la question de la méthode de Lefebvre, et non pas de la réalité. Je suis navré, je ne suis pas très lié au problème réel. Ce qui est remarquable d'abord, c'est que l'État, chez Lefebvre, n'est pas un arbitre dans la lutte des classes. Il est arbitre dans les échanges de valeurs. C'est par là qu'il entre dans l'économie. C'est-à-dire que, il me semble, si j'ai bien compris, que le peu que j'en ai lu, que son projet, qui est de ce point de vue très pertinent, c'est comment penser le rapport entre l'économique et le politique. Ce que Marx ne pense pas. Le décrit, etc., mais il ne le pense pas. Que fait Lefebvre, me semble-t-il? Il reprend le Capital dans ses premières pages. Dans ses premières pages, au niveau de la valeur d'échange, la valeur d'usage. C'est à ce niveau-là qu'il va décomposer la pensée de Marx, non pas entre valeur d'échange et valeur d'usage, mais qu'est-ce que l'échange des valeurs? Il ne parle pas de la valeur d'échange, mais de l'échange, comme un moment sociologique dans lequel il y a des échangeurs. À partir de là, il abandonne Marx. Cet échange n'est plus lié au travail abstrait, comme dit Marx, à la valeur travail. Cet échange est lié à des volontés, Claude dirait des volontés de puissance peut-être, à des volontés de faire que le bien soit surévalué. Alors là, finalement, dans une autre économie, qui n'est pas celle de Marx, qui est l'économie à la manière de Walras, de l'offre et de la demande. Et l'État devient une sorte, c'est un peu ce que Walras appelle l'observateur universel, qui regarde tout le marché, et qui, à travers tous les échanges sur le marché, va définir quelle est la valeur de l'échange. Mais à ce moment-là, il fait remarquer que pour faire cela, il faut utiliser la violence. Il faut utiliser la force, il faut forcer les échangeurs à accepter l'équivalent de l'État. Donc finalement, on a une double sortie de Marx pour essayer d'y revenir. Double sortie, on décortique valeur d'échange, valeur d'usage entre échange d'usage et d'échange, et on supprime la valeur travail qui disparaît complètement pour la transformer en offre et demande sur un marché conflictuel. Et à ce moment, il est introduit. Je crois qu'il faut prendre, comme Claude nous a peut-être invité, prendre la mesure du non-marxisme de Lefebvre, qui essaye, et là je me réfère encore à Althusser, excusez-moi, Lefebvre qui serait en quelque sorte, bien avant Althusser, quelqu'un qui aurait essayé non pas de faire une philosophie marxiste, mais une philosophie pour le marxisme. Il aurait construit en marge du marxisme pour y revenir ensuite. La question c'est, est-ce qu'il y est revenu? Et là, je ne suis pas compétent pour en parler. Vas-y, Francis. Oui, moi, je suis encore moins compétent que notre ami Yves sur ces sujets. Je voudrais dire une ou deux petites choses. La première, sur le rapport de Lefebvre, non seulement au marxisme, mais au communisme. Nous avions été frappés quand nous l'avions rencontré, bien qu'ayant lu beaucoup de ses ouvrages auparavant, peut-être pas la totalité, mais beaucoup quand même. Nous avons rencontré quelqu'un qui, malgré le temps et cette séparation avec le Parti communiste, était resté foncièrement communiste. Et je dirais même mieux, foncièrement révolutionnaire. Il n'avait absolument pas abdiqué ses rêves de jeunesse de ce point de vue et continue à chercher les voies nouvelles d'une révolution possible. Et de ce point de vue, nous avions rencontré un camarade qui nous semblait être un camarade de gauche, en quelque sorte, hein, un marxiste de gauche, et non pas un marxiste contemplatif du mouvement des sociétés, contrairement à l'image qu'on pourrait peut-être en avoir, aggravée parfois d'une réputation de touche à tout. Non, c'était un intellectuel combattant qui est, à mon avis, profondément marxiste et révolutionnaire. Sur cette question du mode de production étatique, c'est vrai que, et je l'ai dit tout à l'heure dans
mon petit exposé, à l'époque, nous étions, Patricia et moi, très réservés sur ce point précis de sa pensée. C'était le point sur lequel on adhérait le moins aux conclusions de Lefebvre, peut-être à cause de notre formation de communiste français. On avait ce sentiment qu'il sous-estimait la question économique, la question de classe même, tout simplement, et le pouvoir de la bourgeoisie. Bon, en tenant compte du fait que même chez Marx, l'État est non seulement un outil de répression aux mains de la bourgeoisie contre la résistance de la classe ouvrière, c'est aussi un outil d'arbitrage au sein de la bourgeoisie. D'une certaine façon, l'État est au-dessus. Il est là pour maintenir la cohérence de l'ensemble et la concurrence. Donc, il part réellement des analyses de Marx. Mais il me semblait qu'il sous-estimait une dimension que Claude a sans doute raison de développer et que le néolibéralisme a peut-être confirmé. Aujourd'hui, on a souvent le sentiment que les gouvernements sont des conseils d'administration qui sont directement liés au conseil d'administration. Et en même temps, je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on n'a pas fini de réfléchir. Moi, en ce moment, la guerre en Ukraine me fait réfléchir à quelque chose, c'est peut-être un peu naïf, mais quand même ce qui me saute aux yeux, c'est que les régimes passent, les idéologies disparaissent, les États restent. Et les contradictions interétatiques, géopolitiques, pour utiliser un autre terme, est une réalité que nous avons certainement, nous, marxistes de formation peut-être un peu classique, eu tendance à sous-estimer. Or, on s'aperçoit que ça reste des éléments fondamentaux, quel que soit le contenu idéologique, social et même de classe des États qui s'affrontent, eh bien, il y a des impératifs qui tiennent à ce que l'État a effectivement une certaine autonomie par rapport au rapport de production et tente à s'ériger en tant que tel comme une superpuissance, une puissance qui transcende la société. J'ajouterai un dernier mot, c'est que après toute l'expérience du stalinisme, et quand on a vu comment des révolutionnaires ont pu se transformer en conservateurs, après avoir conquis le pouvoir, comment ils ont pu être conquis par le pouvoir, et ça on l'a vu en Union soviétique, mais on l'a vu aussi à une échelle beaucoup plus modeste, partout où des révolutionnaires ont été amenés à prendre le pouvoir, ils ont fini par se laisser, à quelques exceptions près, prendre par le pouvoir. Ça pose quand même aussi des questions. Alors je ne sais pas si on peut les analyser en termes nietzschéens de volonté de puissance, mais assurément, en tout cas, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion morale, matérialiste, sur cette question du rapport au pouvoir. Et je pense que même si Lefebvre a peu développé cet aspect, c'était une préoccupation qui ne m'était pas étrangère. Merci. Merci. J'ai une question là dans le public. Sur les relations entre Henri Lefebvre et Cornelius Castoriadis, autour de la question de la bureaucratie, des processus bureaucratiques. Je ne sais pas si Yvan Barthes est là et peut intervenir directement. Je ne sais pas si d'un point de vue technique c'est possible, qu'il formule sa question lui-même. Non. Donc, je ne sais pas qui... Bon, Yvan Barthes me dit « Merci, mais je crains de ne pouvoir parler au micro ». Donc, la question de Castoriadis, finalement, c'est aussi une question de l'institution. Castoriadis a beaucoup travaillé sur la société instituante. Bon, et moi, j'apprécie beaucoup l'intervention de Francis. C'est vrai que moi, je n'ai jamais été adhérent du Parti communiste. J'avais 20 ans en 68 et je suis devenu lefévrien. Même si j'ai lu Marx, c'est à travers Lefebvre. Bon, j'avais connu Badiou avant, qui était lui-même althusserien. J'ai eu Poulantzas comme prof. Mais c'est Lefebvre, c'est le marxisme de Lefebvre qui me semblait le plus vivant. Donc c'est une question de vécu personnel. Mais par exemple, le fait qu'Althusser veuille faire cette coupure épistémologique entre le jeune Marx et le vieux Marx, bon, Lefebvre refusait ça complètement. Pour lui, par exemple,
les idées des manuscrits de 44, l'homme total, ces questions de l'homme total, etc., sont des questions essentielles dans l'œuvre de Lefebvre. Et c'est ça que j'ai repris finalement dans, dans, j'allais dire ma théorie, mais mon rapport au monde, ma Weltanschauung. C'est-à-dire, je trouve que chez Lefebvre, il y a une volonté par rapport à ce que dit Ivre, s'il est marxiste ou pas marxiste. Il y a une espèce de puissance chez Lefebvre, une puissance marxiste ou marxienne. Alors c'est vrai qu'il est hegelien. Vous avez évoqué Hegel, la question de l'État, etc. Et je crois que c'est une coupure assez déterminante entre Althusser et Lefebvre. C'est sa lecture. Bon, on a parlé de Nietzsche. C'est clair que Lefebvre donne une très grande part à Nietzsche, mais on sous-estime peut-être ici dans notre discussion la lecture de Hegel par Lefebvre. Beaucoup de marxistes du XXe siècle, je pense par exemple à Joseph Gabel. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous dit encore quelque chose, mais il a fait un livre sur la réification. Et Gabel disait il y a une coupure finalement entre les hegeliens dans le marxisme et ceux qui n'ont jamais lu Hegel. Et par exemple, la proximité avec Lukács vient du fait que Lukács ait aussi lu Hegel et utilise les concepts de Hegel dans sa façon d'être marxiste. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais souffrant, j'étais alité pendant 2 mois et je, je voulais relire le Balzac de Lukács. Et je l'avais lu en allemand à Paris et à la campagne où j'étais, je n'avais que la traduction française. Et je me suis aperçu que le concept de moment qui est essentiel chez Hegel, qui est aussi repris par Marx, a été traduit dans l'œuvre de Lukács en français par des concepts différents, moment, niveau, dimension, etc. Donc, il y a chez Lefebvre un ancrage dans la philosophie politique qui s'enracine dans une lecture de Hegel. Ça, je crois que c'est très important. Donc, Nietzsche et Hegel, par rapport à Althusser, je crois que c'est quand même une grande différence, quoi. Et bon, je ne sais pas si c'est intéressant de souligner ça, mais par rapport à Castoriadis, c'est vrai que Castoriadis est un marxiste qui travaille la question de l'institution. Et la question de l'institution, c'est justement ça qui manque peut-être dans l'économisme de Marx. Ce qui fait que la complexité, si vous voulez, que Joseph Gabel évoque chez les lecteurs de Hegel, une complicité. Gabel dit une complicité, un substrat commun finalement des marxistes hegeliens par rapport aux autres. Bon, je ne sais pas si c'est des choses qui vous ont traversé au cours de vos recherches, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si Éric Puiset pose des questions. Il y avait dans les années 60-70 une autre lecture de Marx, plus discrète que celle d'Althusser, mais certainement également importante dans l'histoire du marxisme français. C'est celle de Dont qui, comme Lefebvre, rejette l'idée althussérienne de coupure épistémologique. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont Lefebvre considérait cette lecture hégélo-marxiste de Dont? Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut répondre à cette question, qui est très précise. Bon, de mon point de vue,
la proximité de Lefebvre et de Hegel, elle est évidente. Et l'état qui, chez Hegel, vient concrétiser l'esprit, chez Lefebvre, apparemment, vient concrétiser, matérialiser la volonté de puissance. Mais on reste dans le même schéma. Et les références à Nietzsche, il s'agit de citation, hein, il ne s'agit pas d'appréciation de mon fait, bien sûr. Oui, oui, évidemment. Mais Et, ce que tu as dit concernant Nietzsche est vraiment très intéressant parce que je connais bien l'ouvrage, mais je n'avais pas dégagé dans ma lecture de l'État cette présence de Nietzsche qui est omniprésente dans la plupart des livres oui, de Lefebvre. Hein. Yves, tu veux dire quelque chose? Juste une remarque concernant Hegel. En quoi Lefebvre est-il hegelien? C'est qu'il y a chez lui ce qu'Althusser nommait la coupe d'essence. C'est-à-dire qu'à un moment donné de l'histoire, tous les éléments qui constituent une société se répondent, on pourrait presque dire se reflètent, s'interpénètrent les uns les autres, comme chez Hegel. Alors que selon Althusser, justement, qui par là s'écarte totalement de Hegel, dit qu'il y a on pourrait dire, des historicités, des moments différents, voire contradictoires, entre les diverses instances qui constituent une société, c'est-à-dire l'économique, le politique, l'idéologique, etc. Tout ça ne marche pas au même pas. Il n'y a pas d'unification. Chez Hegel, il y a l'unification par l'esprit, le moment d'esprit, et semble-t-il chez Lefebvre, par cette présence, cette omniprésence de l'État qui, en quelque sorte, réunifie l'ensemble. En ce sens-là, il y a effectivement un hegelianisme chez Lefebvre qui n'existe plus du tout chez Althusser. Même Althusser s'est constitué contre ça. et puis, entre les deux, il y a quand même une différence radicale de perspective. Bon, Althusser, c'est le penseur du concept, en gros, pour schématiser vraiment, alors que Henri Lefebvre critique à plusieurs reprises le poids de la théorie, le poids de la connaissance, sa survalorisation par rapport au vécu. Il se propose une réhabilitation, une remise en avant du vécu. Donc on a à ce niveau-là deux perspectives bien divergentes. Oui, je crois que Francis a dit tout à l'heure que Lefebvre avait pu être critiqué comme un touche-à-tout. C'est vrai que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, dit l'humaniste de la Renaissance. Et quelque part chez Lefebvre, tout ce qui touche à ce qu'il peut rencontrer, l'intérêt, c'est le théorisme. Par exemple, il se trouve poursuivi par les nazis pendant la guerre, il se réfugie à Campan, se cache dans un grenier et se met à étudier la vallée de Campan, par exemple. Donc, il fait feu de tout bois partout où il se met à étudier. Et Althusser était davantage un homme de bureau. Il était à l'école normale supérieure. Un jour, Gérard Altab, qui était assez proche d'Althusser, qui était un ethnologue de Madagascar, vient voir Althusser et lui propose, j'ai fait la biographie d'Altab, il raconte ça dans sa biographie, je viens voir Althusser et je lui parle de Madagascar et il me dit ça m'intéresse pas du tout, quoi. Donc Lefebvre s'intéressait à l'Amérique latine, s'intéressait au Japon, voyageait beaucoup finalement. Même quand il était jeune, il allait passer du temps avec les marxistes italiens, il connaissait la Toscane parfaitement. C'était un homme de terrain. Il y a un ethnologue, on parle de sociologue chez Lefebvre, c'est vrai, mais c'est un anthropologue quelque part. Il a voulu concilier anthropologie et histoire. C'est ce que lui reconnaît Jean-Paul Sartre d'ailleurs. Dans la critique de la raison dialectique, il dit
la méthode de Lefebvre dit c'est la méthode de Marx, mais la méthode régressive progressive. On est sur le terrain, on remonte dans le passé pour voir l'origine des contradictions et on revient dans le présent pour essayer de prévoir l'advenir, le sens de la lutte finalement. De ce point de vue-là, il se rapproche beaucoup plus de Ernst Bloch, par exemple, ou des penseurs de Principe Espérance, etc. Et donc, je suis d'accord, si vous voulez, que Lefebvre, comme dit Yves, n'est pas dans le concept. D'ailleurs, il dit clairement, Lefebvre, que les concepts ne sont que des outils provisoires dont il faut accepter le dépérissement à un moment ou à un autre. Il faut toujours produire de nouveaux concepts. Le concept, c'est quelque chose qui vient pour questionner la réalité et travailler avec. Donc c'est vrai que par rapport à Althusser, c'est deux tempéraments, deux styles, deux perspectives. Mais moi personnellement, j'ai été beaucoup plus sensible à cette espèce de volonté de ne pas faire de coupure épistémologique que de créer une pensée un petit peu rhapsodique, mais de faire de Marx finalement quelque chose d'ouvert, quoi. Je parle beaucoup, vous voulez peut-être... Il y a une question à Francis. Oui. Ne peut-on pas parler d'une volonté, d'une révolution théorique au sein de la pensée même de Lefebvre? Ne se déclare-t-il pas utopien, c'est-à-dire partisan du possible? On n'a pas répondu à la question posée sur Dont et je ne le ferai pas parce que j'en suis absolument incapable. Mais c'est aussi la question du rapport à Hegel, hein, évidemment, qui est posée. Et en fait, c'est la question du rapport à la dialectique. C'est certainement là un point de désaccord entre Lefebvre et Althusser. Moi, j'ai le souvenir quand même qu'il m'avait tenu sur Althusser et sur Sartre aussi, lors de ces rencontres, des propos tout à fait empreints non seulement de respect intellectuel, mais même d'estime, pour ne pas dire d'amitié, mais en tout cas d'une vive estime. Hein. Mais les tempéraments étaient évidemment très différents. Moi qui ne suis pas philosophe et qui suis dans ce domaine vraiment qu'un amateur, je sais que ce qui fait que je me sentais et me sens toujours plus proche d'Henri Lefebvre que d'Althusser, ça tient à la chose suivante. C'est que quand j'ai lu Althusser, et j'ajouterais que quand je l'ai rencontré, cette impression a été confirmée, confortée. J'ai eu l'impression d'être devant une pensée séduisante, séductrice, par sa clarté. Mais une clarté à mes yeux un peu excessive. Pour moi, Althusser, c'est une sorte de couteau qui découpe le réel en concept. Et ça a le côté imparable d'une pensée logique. Chez Lefebvre, il y a une sorte d'incertitude, en effet, une ouverture au réel, à la vie, un appétit de vivre, une curiosité intellectuelle. En discutant avec lui, nous avions non seulement l'impression que c'était nous qui réfléchissions, alors que c'était lui qui avançait quand même et qui faisait avancer la discussion en vérité, mais il nous donnait l'impression, et je ne pense pas que c'était véritablement par le principe maïotique bien connu d'un certain philosophe de l'Antiquité, c'était une tournure qui consistait à avoir une pensée conversationnelle en quelque sorte. Il avait une pensée qui éveillait la pensée de l'autre. Et on avait vraiment l'impression, c'était presque physique, de voir des lièvres théoriques jaillir devant lui et s'en aller courir dans la garenne. Et il nous invitait à les poursuivre. On n'avait pas les jambes assez longues et on n'était pas assez rapide pour se faire. Mais au cours de la discussion, il trouvait de nombreux lièvres théoriques. La dialectique étant pour lui cette façon justement de refuser de séparer les instances du réel. Je crois que c'est en cela c'est peut-être une limite de sa pensée, peut-être, en effet, sur certains points, c'est aussi ce qui le rend particulièrement fécond. Et effectivement, c'est pour revenir à la question de la Millier Noire, dans la conversation, il avait beaucoup réhabilité la notion d'utopie. Curieusement, il ne citait pas Ernst Bloch, en tout cas
Il ne l'a pas fait dans cet entretien, je n'en ai pas le souvenir, euh, alors que moi, la lecture du principe espérance m'avait beaucoup marqué, mais c'est une pensée qui me semble aller dans le même sens, c'est-à-dire la révolution, oui, mais si c'est pas pour changer la vie, si c'est pas au service d'un rêve un peu romantique, la philosophie, oui, mais si c'est pas, comme le disait Épicure, pour vivre heureux, à quoi bon finalement? Et, et en ce sens, Lefebvre est un révolutionnaire fidèle à certains penseurs de l'Antiquité. Voilà. Merci. Euh, Par association, pour montrer le branchement du philosophe finalement sur le quotidien, je voudrais raconter une petite anecdote. Un jour, vers 1984-85, Lefebvre était encore en pleine possession de ses moyens. Il me convoque chez lui, il m'invite à dîner et on ne se voyait pas très très souvent. Pour moi, on avait 47 ans de différence, donc c'était quand même un maître qui m'écrasait un peu. J'avais manqué beaucoup de références pour comprendre tout ce qu'il disait, etc. Donc, il me convoque pour dîner chez lui. Donc, pendant 3 jours, je révise Lefebvre, je me mets à relire, etc. Et j'arrive chez lui et il me dit, Remy, je sais que vous avez une fille de tel âge. Moi aussi, j'ai des problèmes d'éducation avec elle. Je vous demande conseil. Donc, on avait 47 ans de différence, quoi. Comment il peut me demander des conseils pour l'éducation de sa fille? C'est quelque chose d'étonnant, si vous voulez, la façon dont il vivait le quotidien, justement. Il était, euh, il était dans un rapport d'écoute. Enfin, c'est pour prolonger un peu ce que disait Francis, quoi. Un branchement sur le quotidien et penser que l'acteur de base, finalement, a quelque part les mots, euh, les, les, les moyens de formuler une expérience qui va pouvoir être passée du vécu au conçu, quoi. Et ça, je pense qu'on va reprendre ça dans la suite du colloque, la triade vécu, perçu, conçu, qui est si importante chez lui. Rémi, est-ce que tu m'autorises juste à ajouter Mais un, très un volontiers. fragment de phrase pour poursuivre mon image qui est sans doute très discutable, qui est une métaphore après tout. euh, Althusser, un couteau, brillant, coupant, et injuste comme peut l'être un couteau. Pour moi, Lefebvre, c'est plutôt une cuillère. La pensée de Lefebvre, les concepts de Lefebvre. C'est plutôt une cuillère à plonger dans le réel. Voilà. Ça ne l'épuise pas. Ça n'épuise jamais le réel, mais ça permet d'y goûter et d'en connaître, d'en comprendre mieux la saveur. Voilà. Un mot sur les métaphores de Francis. Althusser, c'est sûrement un rasoir. Peut-être dans les deux sens du terme, des gens qui le trouvent rasant. Mais bon, c'est un rasoir. Je ne dirais pas que le fer est une cuillère, je dirais que c'est une écumoire. C'est-à-dire qu'il ramasse et qu'il laisse, il laisse aux autres le soin exactement de voir ce qui est parti à gauche et à droite. Pour terminer quand même sur le rapport avec Althusser dont j'ai parlé tout à l'heure, vous ne prenez pas de mauvaises idées. Il est vrai qu'ils ne se sont jamais rencontrés à ma connaissance. Et je pense qu'Althusser ne le souhaitait pas. Par contre, il en est différemment chez Lefebvre. Lefebvre était tellement ouvert à tout qu'il était ouvert à ceux qui pouvaient le contredire. Et je peux témoigner qu'à plusieurs reprises, moi, il m'a téléphoné, je l'ai aussi rencontré, et qu'il aurait été sans doute intéressé de rencontres avec les Althussériens. Ça n'a jamais pu se faire, pour des raisons sans doute théoriques. Mais de son côté, pas du côté des Althussériens, mais du côté de Lefebvre, il était prêt à un dialogue. Ce qui n'est pas étonnant, parce qu'il était prêt à tout. Merci. Merci. Est-ce que vous voyez d'autres choses à... Je ne, euh, je ne vois pas d'autres questions actuellement proposées par le public, donc peut-être que... Moi, je voudrais juste rajouter un mot.
comme le dit André Tozzel, ce qui fait l'intérêt de la pensée et de l'œuvre d'Henri Lefebvre, c'est son ouverture, sa curiosité pour tous les domaines. Et il a, oui, durant toute une période où le marxisme, où la pensée marxiste était dogmatisée, il a permis et il a mis en œuvre une certaine ouverture, même une ouverture certaine un peu à tout. Mais le revers de la médaille, c'est que ça s'est fait avec un certain manque de rigueur. Pour donner un exemple, dans l'ouvrage de l'État, il reproche à Marx d'avoir un concept de mode de production qui est à la fois très important et très obscur. Il va lui-même utiliser ce concept tout au long des quatre volumes et on ne trouve à aucun moment une formulation un petit peu explicite du concept de mode de production. Donc, comme disait Yves, oui, il travaille avec l'écumoire, il a des idées qui jaillissent un peu dans tous les sens, qui va rectifier un peu plus loin, mais on n'a jamais, disons, une pensée développée avec un peu de rigueur. Donc, il y a la grande qualité, l'ouverture, l'intérêt pour pratiquement tous les domaines. Le revers de la médaille, c'est, il me semble, ce manque de précision, de rigueur. Mais les deux choses sont un peu liées, bien sûr. Là, je voudrais réagir à ce que tu dis. Je pense qu'il y a deux choses. Chez Lefebvre, il y a l'importance de l'oralité. C'est-à-dire, je pense qu'il écrit comme il parle. C'est un parleur. C'est quelqu'un qui a une érudition absolument monumentale. Par exemple, quand j'ai fait sa connaissance, c'était dans l'amphi qui porte son nom maintenant à Nanterre, l'amphi Lefebvre de 2000 places. Et Lefebvre posait ses notes sur la table et commençait à circuler dans l'amphi pendant 1 heure en parlant de la vie quotidienne dans le monde moderne. C'était le thème d'un livre qui allait sortir chez Gallimard en collection de poche, dans la collection Idées. Là, il faisait son cours en même temps qu'il écrivait. Donc, il parlait son livre finalement avant de l'écrire. Et donc, je crois que chez Lefebvre, l'oral est très important. Il a énormément traduit d'auteurs, hein, pas seulement Marx et Hegel, mais il a participé à la traduction de Schelling, il a beaucoup travaillé sur Nietzsche, il a publié un livre sur Nietzsche en traduisant lui-même les passages de Nietzsche, etc. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était énormément érudit. Quand je l'ai connu, il avait 67 ans, donc il était déjà assez âgé, et il ne vérifiait pas ses sources en permanence. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit aujourd'hui, on lui demande de mettre des notes précises sur tel ouvrage qui cite telle page, etc. Chez Lefebvre, c'était une espèce de foisonnement mental. Il connaissait Marx sur le bout des doigts et finalement, il était dans l'oralité, à mon avis. Et c'est vrai que quand les gens se sont mis à valoriser le référencement des textes, on a trouvé parfois sa pensée elliptique, évasive. Donc, parce que justement, il n'y avait pas cette référence à tel ou tel texte. Donc, il y a une distinction chez lui entre les articles qu'il peut publier dans une revue scientifique, par exemple les cahiers internationaux de sociologie, où là, finalement, il fait l'effort de contrôler ses sources, et puis ses livres qui sont une sorte de partage écrit d'une oralité. Bon, c'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est vraiment
utile pour comprendre le clivage qu'il peut y avoir entre Althusser, qui serait plus dans le domaine de l'écrit, et Lefebvre, qui serait plus dans l'oralité. C'est une hypothèse. Pour prolonger ce que tu dis sur l'oralité, il y a même une dimension qu'on pourrait peut-être revoir aussi, c'est la part de l'humour chez Lefebvre, qui est à mon avis très liée à son idée de la dialectique et qui l'a conduit parfois même à inventer des choses. Par exemple, si je me souviens bien ce qu'il nous avait raconté, dans le petit livre qu'il a écrit sur les questions d'esthétique, où sans le dire véritablement, il polémique avec Zhdanov et les thèses soviétiques sur le réalisme socialiste, il avait mis en épigraphe de ce livre une citation de Marx qu'il a inventée purement et simplement. Hein. Oui, oui. Sur le fait que l'art est la plus haute joie que l'homme puisse se donner à lui-même. Hein. Oui, oui, c'est ça. Hein, bon, ça dénote un esprit farceur quand même, sérieusement farceur. Mais c'est-à-dire que son livre avait été refusé plusieurs fois par la censure. Ouais, c'est ça. Et donc, pour le faire passer, il a choisi une phrase de Zhdanov. Chapeau de Marx. C'est Marx qui l'invente, quoi. Voilà, à ce moment-là, le livre est accepté. Ça décrit un homme, ça, quand même. Alors, à ce propos-là, sur l'oralité, sur le côté un peu ludique de Lefebvre, il y a aussi son rapport à la clandestinité. Par exemple, dans son livre, c'est-à-dire il ne cite pas certaines sources, il cache l'origine de sa pensée. Par exemple, sur sa critique du dogmatisme, il puise ses sources dans la théologie, mais il n'a jamais voulu mettre en bas de page saint Thomas d'Aquin, par exemple, ou Joachim de Flore, qui était une lecture constante chez lui. Donc Joachim de Flore, c'est un théologien du XIIe siècle qui critique l'Église, qui critique l'inadéquation entre le message évangélique et la façon dont l'institution Église fonctionne. Et donc, c'est quelqu'un qui vient questionner la bureaucratie d'Église, en fait. Et je sais que, par exemple, dans son texte sur le romantisme allemand, sur le romantisme, un livre de 1962, c'est sur la modernité, il y a 80 pages sur le romantisme. Il ne cite pas du tout l'Athénaum allemand, ni Schleiermacher, ni Novalis, pratiquement pas, parce que finalement, à cette époque-là, au Parti communiste, le romantisme est passé pour réactionnaire, etc. Donc, il y a chez lui, j'ai évoqué ça dans un colloque à Nanterre, et ça n'avait pas plu aux organisateurs qui n'ont pas publié ma communication dans les actes du colloque, parce que j'avais été débusqué, si vous voulez, dans la théologie catholique, des sources que Lefebvre utilisait. Il avait pris connaissance de la théologie catholique au contact de Maurice Blondel à Aix-en-Provence. Le philosophe hérétique catholique Blondel l'avait accueilli à une époque où il faisait une cure à Aix-en-Provence suite à une pleurésie qu'il avait eue, etc. Et donc, comme Lefebvre essayait d'être lu par les gens de gauche, il ne citait pas finalement les auteurs dont il s'inspirait. Parfois, bon, et donc son texte sur le romantisme, 80 pages dans l'écrit sur la modernité, paru aux éditions de Minuit, c'est un texte, à mon avis, intéressant à étudier pour montrer comment il arrive à produire une pensée en cachant ses sources.